Chapitre 3. Parmi nous. 13-14 décembre 2011. À la mi-décembre, une note bleue passa la porte du bureau de Harry et vint voler sous son nez avec insistance. Le commandant des Aurores la saisit pour la déchiffrer. L'expéditeur était le responsable du comité des inventions d'excuses à l'usage des Moldus. Il lui demandait s'il pouvait passer pour lui parler d'une affaire urgente qui intéressait leurs deux services. Harry l'invita en retour à passer à son bureau à sa convenance. 10 minutes plus tard, on frappait à sa porte, et un homme de taille moyenne et au visage en lame de couteau entra. « Jason Apollo, service des excuses à l'usage des Moldus », se présenta-t-il avec un petit salut empli de respect à l'intention du survivant. « Enchanté, je vous présente Stanislas Pritchard qui me seconde. Asseyez-vous, je vous prie. »« J'aimerais garder le maximum de discrétion sur le sujet qui m'amène, » précisa Apollo. « Je travaille en étroite collaboration avec mon adjoint, » indiqua Harry. « Bien. Savez-vous ce qu'est Internet ? » « Mon cousin m'a montré quelques sites, » répondit modestement Harry. « Je ne connais que de principe, » reconnut Pritchard. Apollo décrivit le concept de façon imagée en utilisant des analogies magiques. Ce n'était manifestement pas la première fois qu'il faisait ce genre d'exposé pour des sorciers. Une fois l'explication terminée, il passa une liasse de feuilles à Harry en précisant « J'ai imprimé ça à partir d'une page web. » Intrigué, Harry déchiffra le titre. « Les sorciers sont parmi nous. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» s'exclama l'Aurore. « Lisez, vous allez comprendre, » l'enjoignit Apollo. Harry poursuivit sa lecture, à haute voix pour en faire profiter son adjoint. « Je m'appelle Geoffrey Timberland. Comme tout le monde, je croyais que la sorcellerie était une légende, des contes pour enfants qui n'avaient aucune réalité, sinon symbolique, jusqu'au jour où j'ai rencontré une sorcière. Je n'ai pas su tout de suite ce qu'elle était. Je l'ai remarquée chez un ami. Ce que j'ignorais, c'est qu'il avait une sœur sorcière. Oui, c'est une caractéristique qui surgit à l'improviste. Et que celle-ci avait invité une camarade venant de son école de sorcellerie, Poudlard. « Ça a été lu par des Moldus ?» s'affola Harry en arrivant à ce passage. « Par beaucoup de Moldus », confirma Apollo. « Ça a fait un buzz. C'est-à-dire que cela a été repris et commenté par énormément de monde sur Internet. » Atterré, Harry continua sa lecture. Sans savoir dans quelle aventure je m'embarquais, je fis la cour à cette charmante jeune fille et nous décidâmes de nous revoir. Notre romance suivit son cours et, 6 mois après, je lui demandai de vivre avec moi. C'est alors qu'elle me révéla qu'elle était une sorcière et elle me décrivit le monde d'où elle venait. Si certains sorciers naissent dans des familles non sorcières, moldus comme ils disent, d'autres sont issus de lignées sorcières depuis de longs siècles. Ils vivent discrètement autour de nous, dans des maisons au cœur de nos villes ou aux lisières de nos villages. Comment se fait-il que nous ne le sachions pas ? Parce qu'ils ont des sorts appelés repousses moldus, qui nous font passer devant chez eux sans rien remarquer. Même si leurs habitations sont près des nôtres, ils vivent dans une société parallèle parfaitement indépendante. Ils ont leur ministère, leur hôpital, leur école, leur rue commerçante, leur artisanat, leurs exploitations agricoles. Suivait une description détaillée de Poudlard, Sainte-Mangouste, du chemin de traverse et de Préolard. Les sortilèges les plus courants, le transplanage, les voyages en cheminette, étaient également cités. L'auteur avait une belle plume et les détails exposés donnaient richesse et vitalité au récit. À sa lecture, Harry retrouva les sensations qu'il avait éprouvées quand il avait découvert tous ces lieux merveilleux. Il ne fallait pas s'étonner que le texte ait eu du succès. La fin était nettement moins enchanteresse. Ce qui a commencé comme un conte de fées s'est terminé comme un cauchemar. Celle qui était devenue mon épouse et la mère de mon enfant a contracté la variole du dragon, une sorte de petite vérole qui semble encore présente dans le monde sorcier malgré son éradication chez nous par la vaccination. Elle est décédée rapidement car les sorciers n'ont, pas plus que nous, trouvé de remède à ce mal funeste. Je me suis retrouvée seule avec Niklas, le petit garçon qui est né de notre union. Mais il y a 2 semaines, Ignatius et Malvina Spavin, mes beaux-parents sorciers, ont décidé que leur petit-fils devait être élevé dans le monde magique. Ils l'ont emmené dans un de leurs endroits, là où les moldus comme vous et moi n'avons pas accès. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je sais qu'ils peuvent m'empêcher de me battre pour récupérer mon fils d'un seul sortilège, le sort d'oubliette qui efface la mémoire. Mais ce que je sais sur eux ne s'effacera pas, car je vous transmets mon témoignage, et chacun de vous qui avez lu ces lignes sera porteur de la vérité qu'ils tentent de nous cacher. Niklas,
Je me battrai pour toi jusqu'au bout. » Le silence retomba dans le bureau quand Harry eut terminé sa lecture. Lui et Pritchard commençaient à comprendre pourquoi on faisait appel à eux. « Devons-nous aller chercher l'enfant et le remettre à son père ?» demanda finalement Harry. « Cela ne résoudra pas tout, » jugea Stanislas. « Non, en effet, » convint Apollo. « Monsieur le ministre a immédiatement contacté son homologue moldu pour voir comment gérer cette crise et nous aider à retrouver ce veuf. Mon service cherche la façon de rattraper cette catastrophe avant que la Confédération internationale des sorciers ne nous tombe dessus pour ne pas avoir préservé le secret. De votre côté, nous aimerions que vous vérifiiez les dires de ce Timberland auprès d'Ignatius et Malvina Spavin, les supposés grands-parents, et que vous vous assuriez qu'ils n'ont pas l'intention de disparaître dans la nature. Il est inutile, je pense, de vous recommander la plus grande discrétion. Dans la mesure du possible, nous espérons garder ces informations pour nous. » « Avec tous les sorciers qui ont de la famille côté moldu ?» releva Harry. « Je ne serais pas surpris que certains aient déjà entendu parler de ce texte. Nous ne pouvons pas l'empêcher, mais inutile de le confirmer, n'est-ce pas ?» « Spavin, » dit pensivement Harry une fois son visiteur parti. Pritchard s'était déjà levé pour prendre l'annuaire des cheminées que leur fournissait le département des transports magiques. « Ils habitent à Abergavenny, dans le pays de Galles, » indiqua-t-il. « Va falloir envoyer quelqu'un qui a du tact, » décida Harry. « Cette affaire est très mal engagée. »« Je te conseille d'y aller toi-même, » dit Pritchard. « Ça peut vraiment mal tourner et virer à la crise internationale. Tu dois avoir des indications de première main. »« Ou ne pouvoir m'en prendre qu'à moi-même si ça dérape, » compléta Harry. « Je prends Janice avec moi ? Non. Well-Beloved plutôt. Il a 2 enfants et 3 petits-enfants. Il devrait savoir s'y prendre s'il faut parler aux petits. De plus, sans être sang pur, Richard Well-Beloved ne fréquentait que des sorciers et était plutôt traditionnaliste. Il n'était pas anti-moldu, mais vivait très bien sans en fréquenter. Il saurait trouver un discours modéré si les grands-parents s'obstinaient à abuser de leur magie pour retirer un enfant à son père non sorcier. Ils firent venir Well-Beloved dans le bureau et lui montrèrent l'article après lui avoir expliqué ce qu'était Internet. « On ne peut pas simplement retirer le texte ?» demanda l'Aurore. « Non, » affirma Harry. « Il y a déjà plusieurs sites qui l'ont reproduit et on ne sait combien de personnes l'ont copié sur leur ordinateur personnel. Je ne comprends pas comment des moldus peuvent diffuser un article de manière aussi large en si peu de temps, » s'entêta Well-Beloved. « Il se trouve, » expliqua patiemment Harry, « que les techniques moldues sont parfois plus efficaces que notre magie, avec les avantages et les inconvénients que cela entraîne. Ce n'est pas notre problème pour le moment. Nous, on gère l'enlèvement d'enfants, c'est tout. » « En commençant par vérifier si les assertions du père sont réelles, » précisa Pritchard. La cheminée la plus proche d'Abergavenny se trouvait à la lisière d'un bois. Un chemin sinueux en partait, sûrement protégé par des repousses moldues, et desservait 3 maisons un peu à l'écart d'un bourg. Celle qui les intéressait était relativement modeste et pourvue d'un petit jardinet où jouait un enfant, bien emmitouflé dans une cape et avec une grosse écharpe en laine. Harry et Well-Beloved échangèrent un regard entendu. Ils s'approchèrent de la barrière et Harry lança doucement « Nicholas ?» L'enfant leva immédiatement la tête et les regarda avec curiosité. « Tu t'appelles bien Nicholas Timberland ?» insista Harry. « Qu'est-ce que vous voulez ?» s'interposa un homme d'un certain âge. « Rentre à la maison, grand-mère t'appelle, » ordonna-t-il à l'enfant. « Mr. Spavin ?» demanda Harry. « Nous sommes les Aurores Potter et Well-Beloved. »« Je vous reconnais, survivant, » fit savoir Ignatius. « Que voulez-vous ?»« Pouvons-nous entrer pour vous parler ?» tenta le commandant des Aurores. « Nous sommes très bien là où nous sommes, » lui signifia Spavin. « D'accord. Est-il exact que vous refusez de rendre Nicholas à son père ?» questionna Harry sans détour. « C'est notre petit-fils, l'enfant de notre fille. C'est à nous de nous occuper de lui. »« C'est aussi le rôle du père, » remarqua Harry. « C'est un moldu, » cracha Spavin. « Que connaît-il des besoins d'un enfant sorcier ?»« Mister Spavin, moldu ou pas, vous n'avez pas le droit de le priver de son fils. »« Vous êtes venu chercher Nicky ?» Pour la première fois depuis le début du dialogue, Ignatius parut inquiet. « Pour le moment, nous tentons de faire la lumière sur cette affaire, » temporisa Harry. « Si on se mettait à l'abri et que vous nous expliquiez un peu mieux la situation. »
Spavine hésita un moment. À ce moment, la porte de la maison se rouvrit et une femme âgée se dressa sur le seuil. « Laisse-les entrer, dit-elle. Nous devons leur faire comprendre pourquoi nous avons dû agir ainsi. » Ignatius s'effaça pour laisser passer Harry et son coéquipier. « Nicky, dit la grand-mère, tu veux jouer dans le jardin avec ton balai ? Tu me lances la balle ? Demanda le bambin. Tout à l'heure, lui promit-elle. Je dois parler à ces messieurs avant. Je peux te donner un gâteau si tu veux. Nicolas tendit la main, laissa sa grand-mère ajuster son écharpe, sourit à la ronde et sortit jouer dehors, son gâteau d'une main, son balai pour enfant de l'autre. Les deux aurores furent introduits dans un petit salon ensoleillé. Sur le manteau de la cheminée et sur les guéridons, de nombreuses photos d'une belle jeune femme et du petit garçon offraient des sourires éclatants. Par la large baie vitrée, on voyait l'enfant enfourcher son balai, les joues gonflées par la pâtisserie qu'il avait dû mettre tout entière dans sa bouche pour se libérer les mains. « Quel âge a le petit ?» demanda Well-Beloved. « 5 ans, répondit le grand-père. Et il est sorcier, on en a eu confirmation. D'accord, donc c'est votre petit-fils, l'enfant de votre fille décédée, reprit Harry. Leurs deux hôtes hochèrent la tête avec tristesse. Quand est-ce arrivé ? Demanda-t-il doucement. Il y a à peu près 1 an, lui apprit Mrs. Spavin. Ça s'est déclaré très rapidement. On l'a transporté à Sainte-Mangouste, mais ils n'ont rien pu faire. Ensuite, l'enfant est resté avec son père, se renseigna Harry. Oui, dans un premier temps, on ne voulait pas changer son environnement. On allait le voir le plus souvent possible, bien entendu. Quand il a montré ses premiers signes de magie incontrôlée, on a compris qu'on ne pouvait pas le laisser avec un moldu. On a tenté de le faire comprendre à son père, mais il s'est montré têtu comme un croup et n'a rien voulu savoir. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de prendre l'enfant chez nous, sans son consentement. Il y a un certain nombre d'enfants sorciers qui vivent du côté moldu sans que cela ne pose problème, rappela Harry. Les accès de magie sont généralement assez rares et n'interviennent qu'en cas de danger. Il se demanda s'il devait rappeler que lui-même avait été dans ce cas, mais il renonça. Cela ne lui rappelait pas de bons souvenirs et il aurait du mal à prétendre qu'il n'en avait pas souffert. « Mais enfin, trouvez-vous souhaitable qu'un sorcier soit élevé chez des moldus ?» s'indigna Mr. Spavin. « Mr. Timberland vous empêchait-il de voir Nicolas quand vous le souhaitiez ?» s'enquit Well-Beloved. « Non, il ne manquerait plus que cela. Si vous désirez faire l'éducation magique de votre petit-fils, ce que je comprends parfaitement, pourquoi ne vous arrangez-vous pas avec le père pour le prendre 1 ou 2 journées par semaine, par exemple ?» proposa le coéquipier de Harry. « On n'élève pas un enfant 2 jours par semaine, » opposa Malvina. « Vous ne pouvez pas empêcher indéfiniment Nicolas de voir son père, » rappela Harry. « Cela le ferait souffrir inutilement. Nous sommes prêts à lui permettre de venir voir son fils quand il sera revenu à de meilleurs sentiments, » affirma Ignatius. « Mais nous savons qu'il a tenté de le monter contre nous. » Harry marqua une pause. Les Spavin étaient visiblement persuadés d'être dans leur bon droit, et ils ne voyaient pas ce qu'ils pourraient dire pour les convaincre du contraire. Mr. Spavin avait manifestement réfléchi à la raison de la présence des aurores pendant ce court instant de silence, car il demanda « Pourquoi êtes-vous ici ? Il n'a pas pu vous envoyer un hibou quand même. »« Vous le sous-estimez, » répliqua aigrement Harry. « Il a réussi à intéresser le ministère à son cas. Il est en ce moment même en train de raconter tout ce qu'il sait sur les sorciers à des milliers de moldus, ce qui nous met dans une situation très délicate vis-à-vis de la loi du secret. » Les Spavin se regardèrent, désemparés. « Ne peut-on pas lui appliquer une oubliette ?» demanda Malvina. « C'est ainsi que nous arrivons ordinairement à dissimuler notre existence au moldu, n'est-ce pas ? Outre qu'il n'est pas évident de faire oublier à votre gendre qu'il a un enfant sans lui infliger de gros dommages, il s'est arrangé pour que son silence ne mette pas fin à la diffusion de l'information. Je crains qu'il nous faille transiger. Pouvons-nous compter sur vous ?» De nouveau, le couple se consulta du regard. « Il est hors de question que nous cédions à un quelconque chantage, » affirma finalement Ignatius d'une voix ferme. « Pas plus que nous ne rendions notre petit-fils à un homme qui attaque les sorciers de manière aussi perfide. Tout ce qu'il a prouvé, c'est que nous avons eu raison de prendre Nicky chez nous. » Harry inspira profondément pour garder son calme et se tourna vers son coéquipier pour voir s'il avait une suggestion à faire. Le regard que lui retourna Well-Beloved témoignait de son embarras. Lui non plus ne voyait pas comment débloquer la situation. « Bien, » décida Harry. « Je pense que nous avons établi que vous avez enlevé votre petit-fils à son père et que vous n'avez pas l'intention de le lui rendre. Vous avez provoqué une crise grave, ce qui me permet de vous assigner à résidence. Je vais appeler 2 aurores qui vous surveilleront. Votre cheminée sera coupée et un sortilège anti-transplanage sera appliqué sur votre maison.
Vous n'avez pas le droit, protesta Mr. Spavin. Je ne vais pas tarder à la voir, le temps que le ministre me délivre l'ordre nécessaire, ce qui ne saurait prendre longtemps. Mais comment allons-nous acheter à manger s'inquiéta Mrs. Spavin. Vous aurez le droit d'utiliser la cheminée publique, mais sans emmener l'enfant, concéda Harry. Sans leur permettre d'objecter davantage, il se leva et passa dans le vestibule où il sortit son miroir. Mandy Brocklehurst demanda-t-il. Oui, Harry, fit la secrétaire du ministre quelques instants plus tard. Je suis chez Mr. et Mrs. Spavin pour l'affaire Timberland. Ils ont l'enfant et reconnaissent l'avoir enlevé à son père. J'aurais besoin d'une assignation à résidence extraordinaire, le temps que je saisisse le Magen Magot pour la faire prononcer. Tu crois que c'est possible? Kingsley est à Downing Street, mais j'ai la procuration pour signer à sa place. Où dois-je te l'envoyer? Je t'envoie quelqu'un. D'accord. Comment va le petit? Il n'a pas l'air de se rendre compte du problème. Je suppose qu'on va devoir l'interroger, lui aussi. Il te faut un papier du Magen Magot pour ça, rappela Mandy. Oui, je sais, je m'en occupe. Bien, je te fais ton assignation. Merci. Harry appela ensuite Stanislas, à qui il fit un bref résumé de la situation. Son adjoint lui promit de lui envoyer 2 aurores avec le papier officiel attendu. Je prépare le dossier pour saisir le Magen Magot, compléta le commandant en second, et je fais couper la cheminée particulière. Merci, Stan. On attend la relève. Harry revint dans le salon où les 3 autres l'attendaient dans un silence morose, les yeux fixés sur la fenêtre. Dehors, Nicholas avait abandonné son balai et s'amusait à jeter des pierres contre un arbre. Il fit signe à Well-Beloved de le rejoindre. « On va poser l'antitransplanage », indiqua-t-il aux grands-parents. « Je vous déconseille de faire disparaître l'enfant de notre vue pendant que nous officions. Nous n'hésiterons pas à vous stupéfixer en cas de besoin. » Il récolta 2 regards meurtriers auxquels il ne prêta pas attention et sortit, son coéquipier sur les talons. Ils sourirent à Nicholas en passant devant lui, puis se séparèrent pour se poster de part et d'autre de la maison. Harry siffla pour qu'il lance le sort requis au même moment, puis ils se déplacèrent et recommencèrent l'opération pour s'assurer que le sortilège tiendrait bien. 10 minutes plus tard, Primrose Dagworth et Michael Corner arrivèrent sur place. Primrose tendit à Harry le parchemin officiel émanant du bureau du ministre. Le commandant des Aurores retourna dans la maison pour le remettre à Mr. Spavin. Il vérifia ensuite que le réseau de cheminettes avait bien été coupé, puis sortit après avoir salué silencieusement ses hôtes récalcitrants. La grand-mère le suivit dans le jardin et alla prendre la main du petit qui, du perron, regardait avec curiosité les Aurores qui prenaient leur poste. De retour à son bureau, Harry constata que son adjoint était absent. Il supposa qu'il s'était rendu à la maison de justice pour obtenir en urgence les documents nécessaires pour poursuivre les interrogatoires et bloquer Mr. et Mrs. Spavin chez eux. En attendant son retour, il fit une note sur ce qu'il avait déjà accompli pour Kingsley, envoya une copie à Jason Apollo et en garda un autre exemplaire pour son propre dossier. Stanislas revint une demi-heure plus tard et indiqua en tendant un papier à Harry. « Voilà un mandat qui te permet d'interroger le gosse et de maintenir toute la famille sous surveillance. C'est valable pour 1 semaine et ne peut être renouvelé que par la décision d'un juge. » « Tu as vu Kingsley ou c'est Mandy qui t'a donné le nécessaire ?»« Mandy. Elle m'a dit que le ministre devait rentrer vers midi. » « Je n'ai plus qu'à retourner chez les Spavin pour leur remettre ça et avoir un entretien avec Nicholas, » remarqua Harry. « Si tu sors pour déjeuner, tu pourrais me rapporter un sandwich? Ça m'étonnerait que j'aie le temps de m'en chercher un moi-même. » Les grands-parents reçurent le papier officiel sans faire de commentaires. Mais, à leur regard, il était net qu'ils n'avaient pas l'intention de se laisser faire. En leur présence, mais en insistant pour qu'ils gardent le silence, Harry interrogea aussi gentiment qu'il le put le petit Nicholas. Celui-ci confirma qu'il vivait seul avec son père depuis que sa maman était allée rejoindre Merlin et qu'il était content d'être en vacances chez ses grands-parents. Harry ne contredit pas sa version et lui souhaita de bonnes vacances. Il vérifia que les consignes étaient correctement passées auprès de Primrose et Michael, puis revint au ministère de la Magie. En fin d'après-midi, le lendemain, le miroir de Harry vibra. Le regard de Kingsley Shacklebolt rencontra le sien quand il ouvrit la communication. « Une réunion est prévue avec le Premier ministre Moldu demain matin. Tu pourras venir à 9 heures dans mon bureau? On ira en porte au loin. »« Entendu. » « Rien de neuf depuis ton dernier compte-rendu? »« Non. Tu veux que je te fasse suivre les rapports de ceux qui les surveillent? »« Seulement si tu juges que cela peut m'intéresser, » répondit le ministre. « Je croule déjà sous les messages venant de tous les autres pays. Je te fais confiance pour gérer ta partie. »
Harry n'avait aucun élément nouveau quand il se présenta le lendemain au bureau de Kingsley. Le ministre l'attendait avec Jason Apollo. Tous deux étaient vêtus en moldu. On part dans 2 minutes, informa Shacklebot. Très bien, répondit Harry en dénouant sa cape et révélant son costume gris en fin cachemire et sa cravate vert émeraude. Très élégant, admira Apollo, qui était vêtu d'un ensemble nettement moins chic. Shacklebot, de son côté, avait fait dans le sobre. Costume anthracite, chemise et cravate noire. Nous avons eu un mariage il y a 2 ans, expliqua Harry en faisant allusion à l'union de Percy et d'Audrey. Du coup, toute la famille peut faire face à une convocation devant les hautes instances moldues. Les 3 hommes se sourirent nerveusement, conscients de parler légèrement pour ne pas s'appesantir sur l'affaire délicate qui les réunissait. Bien, il est l'heure, fit remarquer le ministre en reprenant son sérieux. Ils remirent ou fermèrent leurs capes et se rendirent dans l'atrium qui était toujours le seul endroit par lequel on pouvait accéder et partir du ministère. Kingsley leur tendit un briquet moldu et apposa sa baguette dessus pour le déclencher. C'était un porte au loin nouvelle génération mis au point par le Centre de recherche de l'artisanat magique. Il partait sur demande et non à une heure programmée comme les anciens modèles. Il avait également la capacité d'être réutilisable, ce qui expliquait l'aspect sophistiqué du support. En sentant un nouveau plancher sous ses chaussures, Harry déglutit pour chasser l'inconfort passager qui l'envahissait à chaque voyage, malgré l'habitude qu'il en avait. Il se trouvait désormais dans une large pièce austère, dont le cuir et les boiseries lui rappelèrent sa propre bibliothèque. Un large bureau se dressait près d'un mur, derrière lequel était assis un homme à l'aspect banal et aux cheveux gris qui les contemplait avec des yeux papillonnants. « Excusez-moi, j'ai un peu de mal à m'habituer à la soudaineté de vos arrivées, » expliqua-t-il en s'approchant d'eux. Il serra la main de son homologue, puis celle du chef du comité des excuses à l'usage des moldus, avant de se tourner vers Harry. « Robert Hastings, je suis enchanté de rencontrer le fameux Harry Potter. »« Je ne pensais pas être fameux ici, » s'étonna l'Aurore. « Vous avez été intégré dans les notes secrètes que les premiers ministres se transmettent lors des passations de pouvoir, » lui révéla Hastings. « J'en suis très honoré, » fit Harry sans savoir s'il devait être fier ou désolé de cette information. « Veuillez prendre place, » les invita leur hôte en leur montrant un canapé et des fauteuils autour d'une table basse qui occupait le centre de la pièce. « Je suis désolé, je n'ai pas pu commander de rafraîchissement étant donné qu'officiellement je n'attends aucune visite ce matin. »« Comme lors de notre précédente rencontre, » sourit Shacklebot. « Mais je peux y pourvoir, » ajouta-t-il en sortant sa baguette et en prononçant une incantation. Un plateau chargé d'un service à thé pour 4, ainsi que d'une assiette couverte de petits fours salés et sucrés, fit son apparition sur la table. « Impressionnant, » reconnut le Premier ministre. « Simple sort d'acheminement, » minimisa Kingsley. « La nourriture a été préparée de façon tout à fait traditionnelle. » Apollo entreprit de faire le service, tandis que le ministre de la Magie demandait à Harry de faire un résumé de son enquête. Le chef de gouvernement l'écouta attentivement et fit à son tour son rapport. Conformément à notre engagement, nous avons identifié formellement Geoffrey Timberland et avons coupé son accès à Internet. Allez-vous rendre l'enfant ? Nous n'avons bien entendu aucunement l'intention d'empêcher un père de voir son fils, commença Shacklebot. Cependant, il est de notre responsabilité de nous assurer que ce petit sorcier ne sera pas coupé de sa parenté magique et qu'il sera envoyé à Poudlard, notre école de sorcellerie, quand il atteindra ses 11 ans. Le père ne demande pas seulement qu'on lui laisse voir son enfant, mais qu'on lui garantisse son droit naturel à l'élever, souligna le Premier ministre. Est-ce bien de cela que nous parlons ? Effectivement, confirma Kingsley. Notre politique a toujours été de laisser les enfants auprès de leurs parents moldus, tant qu'ils ne sont pas en âge d'intégrer Poudlard. Mais étant donné qu'il a de la famille sorcière, nous pensons qu'il doit également pouvoir la rencontrer régulièrement. Nous pouvons demander à Timberland de laisser son fils aller chez ses grands-parents un week-end sur 2, proposa le moldu. L'enfant doit également passer la moitié des vacances scolaires chez eux, intervint Apollo. C'est ce qui est habituellement accordé chez vous en cas de divorce, ajouta-t-il, sans doute pour montrer qu'il était au fait des habitudes moldues. La moitié des week-ends et des vacances, concéda Hastings, qui prit une gorgée de thé comme si la discussion était close. C'est d'accord, accepta Kingsley. Il prit un petit four et l'engloutit, tout en encourageant du regard Apollo à prendre la parole. De mon côté, commença le chef de service, j'ai réfléchi avec mon équipe à la façon de mettre fin à la regrettable publicité dont nous sommes l'objet. A priori, la situation est loin de s'améliorer. Au cours de ces 2 derniers jours, les allusions au texte de Timberland n'ont cessé d'augmenter.
La croyance la plus répandue, c'est que c'est le début d'un roman qui doit être publié en ligne et tout le monde attend la suite. D'autres pensent que c'est une publicité et se demandent pour quel produit. Quoi qu'il en soit, des forums y sont désormais consacrés et des discussions ont lieu à ce sujet sur de multiples sites. Nous avons même commencé à en trouver des traductions en espagnol et en français. Loin de faiblir, le mouvement prend de l'ampleur, et on ne peut espérer qu'il soit rapidement oublié. Je suis submergé de messages venant de la Confédération internationale des sorciers, confirma Kingsley. Ils sont furieux et menacent de mettre l'Angleterre au banc des sociétés magiques si nous ne réglons pas rapidement ce problème. Nous avons eu une idée, assura Apollo, qui, nous l'espérons, devrait limiter les dégâts. Il marqua une pause durant laquelle Kingsley, manifestement au courant, fit signe de la tête pour l'encourager à continuer. Nous avons pensé à une contre-offensive qui constituerait à publier d'autres histoires de ce genre, mais totalement fantaisistes. L'idée est de noyer le récit originel pour qu'il perde de son intérêt. Il attendit l'avis du ministre Moldu avec appréhension. « Cela me paraît une très bonne stratégie, » approuva celui-ci. « Avez-vous déjà préparé des textes ? J'ai toute une équipe en train de plancher dessus. » « Saurez-vous les poster sur Internet ?» s'enquit Hastings en reprenant un amuse-gueule. Harry le vit froncer les sourcils en regardant le plat qui ne s'était pas dégarni, bien qu'ils se soient tous servis plusieurs fois. « Sans aucun problème, » le rassura Apollo. « Mon équipe est constituée de sorciers ayant grandi dans le monde moldu et qui restent en contact avec leurs familles non sorcières. J'ai notamment un jeune homme qui maîtrise pleinement ce mode de communication. Il a un compte Facebook, précisa-t-il. Le Premier ministre hocha la tête, comme si c'était effectivement un gage incontestable de maîtrise du monde moldu. Mais ne serait-il pas mieux de les poster avec l'identité numérique de Mr. Timberland ? Demanda-t-il après quelques secondes de réflexion. Si c'est possible, ce serait mieux, convint Apollo. Ils échangèrent les informations nécessaires pour mettre en œuvre cette idée. Nous espérons commencer cette opération de désinformation au plus tard en début de semaine prochaine, conclut Apollo. Ensuite, nous approcherons de Noël et les gens auront sans doute d'autres préoccupations. Mais ce seront les vacances scolaires et les jeunes auront plus de temps pour surfer, opposa le Premier ministre. Merci pour cette information, nous la prendrons en compte, nota Apollo. Aurons-nous besoin d'autorisation spéciale pour publier nos textes sur Internet ? S'informa Kingsley. Tant que vous n'enfreignez pas de loi, vous pouvez publier à votre guise, le rassura le Premier ministre. L'ordinateur que vous utilisez est-il magique ? Demanda-t-il encore. Non, il est trop difficile de reproduire à l'identique une technologie aussi avancée, expliqua Apollo. Nous avons installé un véritable ordinateur dans un lieu où la magie n'est pas assez forte pour interférer. Pour les communications, nous nous en tenons à nos propres moyens, le hibou, la cheminée, les miroirs. Rien qui n'équivaille à Internet, reconnut Kingsley. Mais nous nous en passons jusqu'à maintenant. Ils discutèrent ensuite de la meilleure manière de mettre d'accord la famille du petit Nicholas. Ils décidèrent d'éviter dans un premier temps de mettre en présence les principaux opposants. Ils commenceraient par transmettre chacun de leur côté les modalités qui venaient d'être définies et feraient de leur mieux pour s'assurer de la coopération des deux parties avant de ramener l'enfant chez son père. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté de Timberland, mais les grands-parents sont arc-boutés sur leur position, persuadés d'agir au mieux pour leur petit-fils, indiqua Harry. Il faudra faire pression sur eux pour qu'ils acceptent. Le plus simple est de les menacer de les priver pour toujours de Nicholas s'ils ne se soumettent pas à l'accord, trancha Kingsley. Je suppose que si son père déménageait, il ne saurait pas le retrouver dans le monde moldu. Nous pouvons aussi organiser un changement de nom, assura le Premier ministre. Nous vous tiendrions bien entendu au courant pour que vous puissiez l'envoyer dans votre école. Ne vous en faites pas pour ça, répondit le ministre de la Magie. Nos lettres de Poudlard trouvent toujours leur destinataire. Du côté du père, continua-t-il d'une voix ferme, nous ne tolérerons plus aucune violation du secret. S'il viole notre accord, nous lui enverrons nos oubliators et nous effacerons tout ce qui pourrait nous mettre en danger. Comprenez bien que ce ne serait pas par vengeance, mais tout simplement parce que nous n'avons pas le choix si nous voulons protéger les sorciers à travers le monde. Je vois, fit le Premier ministre d'un ton contraint, comprenant visiblement que les sorciers agiraient à leur convenance, qu'ils aient sa permission ou non. Shacklebot promit également de tenir son homologue au courant de ce que les sorciers allaient publier lors de leur contre-offensive. Quand ils eurent terminé, Hastings regarda une dernière fois en direction des petits fours et avança. « Je suppose que vous n'obligez pas vos enfants à finir leur assiette ?» Shacklebot fronça les sourcils, ne comprenant pas le sens de la remarque. Harry sourit. « Nous n'utilisons ce genre de plat que pour éviter de faire le service.
La nourriture n'est pas créée par magie, c'est impossible. Tout a été préparé à l'avance et amené ici petit à petit. Nos enfants apprennent à ne pas gâcher ce qu'on leur donne, tout comme les vôtres. » Les deux autres sorciers saisirent alors de quoi il était question, et leurs visages se détendirent.